Salut à tous. Dans cette vidéo, je vais vous raconter la creepypasta de Masky et la légende urbaine de la bête du Gévaudan. Donc, je vous avais déjà dit dans un des commentaires que je suis belge, donc je m'excuse pour les dates. Vu que je prononce pas les chiffres comme vous, j'espère quand même que ce sera quand même compréhensible. Donc voilà, je voulais préciser quand même ça avant de commencer parce qu'il y en a dans la bête du Gévaudan. Donc désolée à l'avance les amis. Sinon pour la creepypasta de Masky, j'ai reçu un message sur mon YouTube de Creepy25 qui m'a gentiment envoyé un message pour me demander de faire la creepypasta sur Masky. Donc voilà Creepy, je l'ai faite pour toi. Donc spéciale dédicace pour toi. J'espère quand même qu'elle plaira à tout le monde. N'hésitez surtout pas à me mettre des coms si vous avez apprécié ou pas. Voilà, n'hésitez pas. Donc on se retrouve tout de suite pour les légendes urbaines et la creepypasta. A tout de suite. Masky. Jeudi 19 janvier. Cher journal, je m'appelle Amélie et je suis si heureuse de t'avoir enfin. J'ai attendu d'avoir un journal intime depuis si longtemps. Je n'ai carrément personne à qui parler. Je viens d'avoir 12 ans ce matin et tu es mon plus beau cadeau. Aujourd'hui, personne ne m'a souhaité un joyeux anniversaire, à part mes parents et ma sœur. Tout le monde m'a ignoré en cours. Personne n'a voulu rester avec moi. J'ai dû manger toute seule à la cantine, pendant que les autres parlaient dans mon dos. Les gens pensent que je porte malheur. Ils disent que c'est ma faute si Capucine est morte. C'était ma meilleure amie, elle me manque. Je n'avais personne d'autre à part elle. Vendredi 20 janvier. Cher journal, je suis si contente de te revoir enfin. La journée a été très longue sans toi. En cours de chimie, une fille qui me détestait a commencé à m'insulter et à me ridiculiser devant toute la classe. Un moment, la prof en a eu marre et lui a foutu 1 heure de colle. J'étais bien contente. Je riais sadiquement dans ma tête. Samedi 21 janvier. Cher journal, c'est enfin le week-end. Je suis tellement contente de pouvoir me reposer après cette longue et fatigante semaine. Je vais enfin pouvoir retourner à mes occupations. Dessiner, sortir, prendre l'air, lire. Mais avant tout ça, j'ai une tonne de devoirs à faire. Dimanche 22 janvier. Cher journal, aujourd'hui, je suis tellement contente. Je vais partir une journée à la montagne pour faire du ski avec ma famille. Je suis si excitée. Je vais enfin pouvoir profiter de la neige, faire des batailles et peut-être me faire des amis. Tu vas me manquer. À ce soir. Dimanche 22 janvier. Cher journal, me revoilà. Je me suis bien amusée et je me suis fait un nouvel ami. Il s'appelle Alex. Il est très gentil. Je pense même qu'il va devenir mon meilleur ami. Il m'a donné son Skype et son Facebook. Je vais essayer de le contacter demain après-midi. Cependant, j'ai vu un type bizarre là-bas. Il avait les cheveux bruns, une veste orange, un pantalon noir et des bottes. Il ne semblait pas avoir froid, mais j'ai cru voir qu'il portait un masque blanc, aux yeux entourés de noir et aux lèvres noires. Je me demande s'il n'avait pas froid par ce temps. Lundi 23 janvier. Cher journal, aujourd'hui je n'ai pas cours. Mes parents sont en voyage d'affaires pendant 2 semaines et ma sœur est partie en voyage avec sa classe. J'en profite donc pour te parler de ce rêve étrange que j'ai fait cette nuit. J'étais plongée dans le noir. Je ne voyais rien. Quelques instants, mes yeux semblaient s'être habitués au noir et j'ai pu voir autour de moi dans un périmètre d'environ 6 mètres. Sur le sol, j'ai pu voir une lampe torche. Je l'ai prise et je l'ai allumée. J'ai vu que j'étais dans un couloir, mais c'était très étrange. Ce couloir me semblait très familier. Oui, cette fois j'en étais sûre. J'étais chez moi. J'avançais jusqu'à me retrouver devant une porte. C'était celle du salon. Je l'ouvris et vis cet homme assis sur le canapé. Il me fixa pendant quelque temps. Je pouvais entendre sa respiration. D'un coup, il se leva
Il courut vers moi. Je me mis à courir vers la cuisine. Et là, il me fit un croche-patte et je tombai violemment sur le sol. Je ressentis une violente douleur sur le tibia gauche et je n'arrivais plus à me lever. Il approcha de moi doucement, puis sortit un couteau de sa poche et me poignarda dans l'estomac. C'est à ce moment-là que je me suis réveillée. Mais le plus bizarre dans tout ça, c'est que j'avais un énorme bleu sur le tibia et j'avais super mal au ventre. Mardi 24 janvier. Cher journal, ces nuits j'ai fait le même cauchemar. Sauf que cette fois, j'ai un bleu sur l'épaule. Et au lieu de me poignarder, il m'a égorgé. Quand je me suis réveillée, j'avais un nouveau bleu sur l'épaule. Et une énorme douleur à la gorge. J'ai vu une tache de sang sur mon coussin. Je commençais à avoir peur. J'étais en direction de ma salle de bain pour me débarbouiller le visage. Et là, je vis les traces d'une coulée de sang sur ma joue. Et je vis une énorme cicatrice sur mon cou. Cette fois, j'avais vraiment peur. Après m'être habillée, j'ai préparé mes affaires et j'ai pris mon petit déjeuner. Puis, je me suis mise en route pour le collège. Je n'avais vraiment pas envie d'y aller. Cette journée fut vraiment longue. Comme d'habitude, je me suis retrouvée dans la solitude toute la journée. Et encore une fois, cette fille m'a encore foutu la honte et s'est ramassée des heures de colle. Mercredi 25 janvier. Cher journal, cette fois c'en est trop. J'ai refait le même cauchemar, mais cette fois c'était encore plus violent, beaucoup plus violent, et surtout beaucoup plus étrange. Ce rêve-là était différent des autres. J'étais chez moi, mais cette fois, il y avait de la lumière. J'avançais dans le couloir, il semblait plus long que d'habitude, et une fois arrivé au bout, j'avançais vers le salon. À ma grande surprise, il n'y avait personne. Les meubles semblaient avoir été déplacés. Il y avait des taches de sang sur le sol. Je me dirigeais vers la fenêtre. La maison était en plein milieu d'une forêt sombre et brumeuse. Je descendis les escaliers pour arriver devant la porte d'entrée. Elle était ouverte. Je sortis dehors, tout avait changé. Il n'y avait plus de forêt, mais une simple mine. Je me retournai et la maison avait disparu. Je vis une lampe torche sur le sol, je l'ai prise. Je descendis l'escalier qui était devant moi pour arriver devant une porte de métal. Elle était à moitié ouverte. Je rentrai à l'intérieur et vis du sang sur le sol. Sur les murs, il y en avait partout. Dans un coin sombre, je pus voir une silhouette sombre. C'était cet homme. Il s'avança doucement vers moi, couteau à la main, prêt à attaquer. Je reculai doucement vers la porte. Je faisais tout pour l'ouvrir, mais elle ne voulait pas. J'étais coincée. Il avança vers moi, de plus en plus rapidement. J'étais tétanisée. Je ne pouvais plus bouger. Il arriva enfin en face de moi, et il me fixait. Je pouvais l'entendre rigoler sadiquement derrière son masque. Il prit mon bras et fit une énorme entaille. Mais je repris mes esprits et lui donnai un coup de poing. Il me rattrapa et commença à me tabasser. Il me fit un œil au beurre noir, une dizaine de bleus et me cassa le nez. Puis, il sortit son couteau et m'éventra. Quand je me suis réveillée, je saignais du nez. J'arrivais à peine à bouger. J'avais une énorme entaille sur mon bras. Et surtout, cette douleur atroce, mon ventre me faisait souffrir. J'ai appelé cet homme Masky à cause de son masque. Jeudi 26 janvier. Cher journal, désolée de te déranger si tard, mais je n'arrive pas à dormir. J'ai l'impression que l'on m'observe. J'entends des bruits de pas dans la maison. J'ai peur. Je ne sais pas si je deviens folle. Je vais essayer de dormir. À demain. Vendredi 27 janvier. Cher journal, cette nuit, rien d'anormal. Pas de cauchemar, rien. Mais ces temps-ci, j'ai l'impression qu'on m'observe. Je pense que je vais placer une caméra dans ma chambre cette nuit, pour voir ce qui s'y passe. Je vais prendre l'air pour me changer les idées.
À plus tard, mon cher journal. Me revoilà. J'ai eu super peur tout à l'heure. Alors voilà ce qui s'est passé. Je marchais tranquillement dans la rue quand je vis un chemin entre deux immeubles. Il était sombre. Je savais que je ne devais pas y aller, mais ma curiosité a pris le dessus. J'avançais vers ces fameux chemins. Il y avait une odeur nauséabonde, comme une odeur de rat mort. C'était horrible. À peu près 5 mètres devant moi, je pus voir une silhouette sombre s'avancer vers moi. C'était lui. Dès que je commençais à courir vers la rue, il se mit à me poursuivre. J'étais en train de pleurer. J'ai failli trébucher plusieurs fois, mais je pus enfin sortir d'ici. J'étais toujours en train de courir quand je vis qu'il avait disparu. Je continuais de courir jusqu'à chez moi, de peur qu'il ne me fasse une embuscade. J'étais enfin arrivée chez moi, je fermai la porte à double tour, fermai toutes les fenêtres et mis les rideaux. Me revoilà, mon cher journal. Je suis encore désolée de te déranger si tard, mais j'ai peur. J'entends des pas. Je viens d'entendre un verre se briser. Il est là. Masky est là. Je l'entends arriver. Il est derrière la porte. Il essaye de la défoncer. C'est la fin. Flash info. Une jeune fille de 12 ans a été assassinée dans sa maison hier soir. Sa famille, qui était en voyage, l'a retrouvée ce matin même, éventrée, couverte de bleu et de blessures. La police a retrouvé son journal intime et il semble que tout y est expliqué. Le tueur présumé est surnommé Masky, encore recherché par la police. La famille de la jeune fille demande à porter plainte dès que le tueur sera retrouvé. Mais pour l'instant, fermez bien votre porte à double tour et vos fenêtres tant que nous n'avons pas retrouvé ce criminel. La bête du Gévaudan. Pendant 3 ans, des meurtres ont été perpétrés dans le Gévaudan, qui correspond à peu près à l'actuel Lozère, mais également en Ardèche et dans la Haute-Loire et le Cantal. Ces meurtres sont attribués à un animal mystérieux qui est rapidement baptisé la bête du Gévaudan. La première attaque a lieu au printemps 1764 et une femme est attaquée près de Longogne, mais ses bœufs mettent en fuite l'animal. Peu de temps après, le cadavre d'une adolescente de 14 ans est retrouvé. C'est la première victime officielle de la bête, mais cette victime est la première d'une longue série. Selon les témoins, l'animal, responsable de l'agression de la bergère et de l'adolescente, n'est pas un loup. La description qu'en feront tous les témoins est la suivante. Une bête avec une très grosse tête, des flancs rougeâtres, avec une bande noire tout au long du dos, une queue très touffue, des pattes larges, munies de grandes griffes. Il faut souligner que le loup est bien connu des paysans de cette époque. On peut d'ailleurs constater qu'ils ne parlent pas d'un loup. Les attaques sanglantes se succèdent. Il est plusieurs fois fait mention, dans les archives nationales, que les victimes étaient porteuses d'une coupure franche et précise à la base du cou. L'animal fait preuve d'une grande mobilité. Il attaque du Gévaudan jusqu'en Auvergne. Une véritable psychose s'empare des habitants. Des battues sont menées, mais sans succès. Les journaux de l'époque relatent ces attaques. L'émoi est si grand que le roi envoie un régiment de soldats, des dragons, sur les lieux. Comme si l'animal sentait le danger, il se déplace et sème la terreur dans l'Aubrac. Il laisse derrière lui des cadavres décapités et déchiquetés. Les soldats, n'obtenant aucun résultat, le roi envoie François-Antoine, le lieutenant de ses chasses, qui est réputé comme le meilleur fusil du royaume. Après 3 mois de traque, François-Antoine tue, en septembre 1765, un gros loup, dont le corps est empaillé et envoyé à la cour. On sait aujourd'hui que François-Antoine a orchestré de toutes pièces cette soi-disant battue. Ayant peur de tomber en disgrâce, il lui fallait absolument une bête à exposer. De plus,
L'exhibition de cette bête empaillée a pour objectif de restaurer l'image du roi qui est devenu la risée de toute l'Europe. Le succès est d'ailleurs de courte durée. Les meurtres reprennent peu après. Ils s'arrêteront le 19 juin 1767, le jour où Jean Chastel tue un nouvel animal. Ce personnage énigmatique est omniprésent pendant toute cette histoire et nous allons y revenir. À cette époque, on croit en Dieu, mais aussi au diable, aux sorcières et aux loups-garous. Ces croyances païennes font partie intégrante du catholicisme. Bien que nous soyons au siècle des Lumières, l'étude de la faune n'en est qu'à ses débuts. Aujourd'hui, on sait qu'aucun animal ne peut décapiter un homme. Il y a là une preuve évidente d'une intervention humaine. Des corps ont été entièrement déshabillés et des têtes n'ont jamais été retrouvées. Mais dans un tel contexte, où l'ignorance se mêle au mysticisme, la décapitation n'apparaît absolument pas étrange venant d'un animal. Le seul, apparemment, à avoir eu un doute est François-Antoine, qui a fait arrêter les Chastel durant son séjour en Gévaudan. Sur les gravures de l'époque, on peut voir différents animaux qui représentent la bête, notamment une hyène, un énorme loup et un ours. N'importe quel prédateur recherche la facilité quand il chasse. Il choisit de préférence des jeunes, des animaux âgés ou malades. Mais dans le cas de l'attaque d'un troupeau par un loup, la facilité consiste à attaquer les bovins ou les brebis. L'homme constitue un danger pour lui. L'homme est bien plus dangereux aux yeux d'un loup qu'un agneau. Il est donc totalement incohérent qu'un loup, même plus gros que la moyenne, privilégie l'homme à l'animal. À plusieurs reprises, durant ces 3 ans, l'animal a été blessé. Il a été tiré soit à une certaine distance, soit à bout portant. Pourtant, il s'est toujours relevé pour s'enfuir. Ces faits ont bien sûr intensifié aux yeux de la population l'aspect démoniaque et surnaturel de la bête. Avec du recul, on se rend compte qu'à chaque fois que l'animal a été aperçu ou tiré, peu après, des décapitations ont eu lieu. Les statistiques prouvent que l'instigateur des meurtres a largement profité de la psychose générale. Il y a en fait 2 types de meurtres. Ceux qui ont été commis par un ou des animaux, ceux qui ont été perpétrés par un pervers sexuel qu'on appelle aujourd'hui serial killer. Le principal suspect est Jean Chastel, qui occupait l'équivalent aujourd'hui du poste de garde forestier. Il est assez troublant, vous en conviendrez, qu'aucun meurtre n'ait été commis pendant son incarcération en 1765. Par contre, dès qu'il a été relâché, les crimes ont repris. Vous me direz, oui, mais c'est lui qui a finalement tué la bête. C'est vrai, mais dans des conditions plus étranges. Quand il a visé l'animal, celui-ci ne s'est pas enfui, bien au contraire. Il s'est arrêté et est venu tranquillement s'asseoir devant Chastel. Pour un monstre sanguinaire, il a fait preuve d'une bien grande docilité. L'étude des serial killers démontre qu'avant de passer à l'acte, ils tuent en rêve des millions de personnes. Mais leurs crimes ne sont jamais à la hauteur de leurs fantasmes. Ils ont donc l'obligation de répéter inlassablement ces meurtres. Un serial killer ne s'arrête jamais pour cette raison. Quand les meurtres s'interrompent, c'est que le serial killer est en prison ou qu'il est mort. Pourquoi Chastel s'est-il alors arrêté? Quand Chastel a tué l'animal, les crimes se sont arrêtés définitivement. L'animal a été exposé au public. Les naturalistes de l'époque ont disséqué et étudié la dépouille. Voici le rapport, au vu des notes et croquis, des spécialistes du musée d'histoire naturelle de Paris qui a été réalisé récemment. La bête n'est ni une hyène, ni un sage, ni aucun autre animal exotique. Sa formule dentaire ne laisse aucun doute. Il s'agit d'un canidé. Il n'y a que 2 options, le chien ou le loup. C'est un mâle de 109 livres, le poids normal d'un loup adulte. Son museau est plutôt court. Sa tête est également plus large.
L'arcade zygomatique, surdimensionnée, laisse deviner une mâchoire particulièrement puissante. La crête du crâne et la taille des dents appartiennent au loup. Mais la hauteur du profil appartient au chien. L'avant du corps est proche de celui du chien et l'arrière ressemble à celui du loup. La coexistence des deux morphotypes nous permet d'être affirmatifs. La bête du Gévaudan est un hybride entre le loup et un gros chien, probablement un chien mâle. Ces conclusions sont confirmées par la tranche blanche sur le poitrail de l'animal et la grande longueur des griffes trahit la domestication. Ce rapport est éloquent et nous livre enfin une étude scientifique fiable. La conclusion qui s'impose est logique. Au vu de tous les indices fournis par les différents ouvrages et par l'émission consacrée à la bête du Gévaudan diffusée sur la chaîne Planète, je vous livre ma conclusion des faits. Chastel a domestiqué un animal issu d'un accouplement entre un loup et un chien. Il a dressé cet animal à attaquer l'homme. Il est d'ailleurs plus probable que ces crimes ont commencé bien avant le début de cette histoire, comme le dit un professionnel dans le documentaire télévisé. On peut parfaitement habituer un loup à attaquer l'homme si on lui donne de la chair humaine. En fait, il faut sacrifier à l'animal des proies faciles quand il est jeune, comme des enfants. Donc bien qu'on n'en ait aucune preuve, il est certain que Chastel a enlevé des enfants pour les donner en sacrifice à son animal. Le facteur déclenchant de sa folie a pu être une attaque de loup tout à fait banale. Le meurtre de la fillette, avec qui il était ami, n'était pas prévu. En effet, peu après, il sombre dans le mysticisme. Lui qui ne s'était pas montré plus croyant que la moyenne, se met à fréquenter l'église d'une manière assidue. Il multiplie les visites au confessionnal et va jusqu'à faire bénir les balles qui lui serviront à tuer la bête. Ce dernier meurtre, non souhaité, a certainement été un véritable électrochoc. Cette dernière atrocité a révélé à cet homme déséquilibré toute l'horreur de ses exactions. En tuant lui-même l'animal qu'il avait dressé afin de concrétiser ses fantasmes pervers, il a lavé son âme de tous ses péchés. Jusqu'à la fin de sa vie, il se consacrera à sa paroisse et montrera beaucoup de ferveur religieuse. Toute attaque animale qui échappe aux explications rationnelles suscite rapidement des rumeurs. La bête du Gévaudan n'est pas le seul animal à avoir semé la terreur en France. En 1973, dans le Middle West américain, les cadavres de dizaines de bovins sont découverts. Les bêtes ont eu les oreilles, les lèvres, les mamelles et les queues tranchées. Les yeux ont été enlevés, les mutilations ont été effectuées avec une précision chirurgicale. Depuis 1973, de nombreux animaux aux États-Unis ont été retrouvés mutilés. Le massacre continue toujours aujourd'hui. 12 000 bovins ont été tués sans que la police ait pu arrêter le moindre suspect. D'autant plus qu'aucune trace au sol à côté des animaux mutilés n'a été retrouvée. L'intervention humaine est évidente cette fois encore, comme pour la bête du Gévaudan. Notre peur de l'inconnu ne doit pas nous faire oublier que seul l'homme est capable de fantasmes pervers. L'animal se contente de tuer pour survivre et ne s'adonne jamais à des meurtres rituels, quels qu'ils soient. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je voulais vous rappeler à tous, parce que je l'avais mis en description dans les autres vidéos, mais je ne sais pas si vous avez lu ou pas, donc je préfère vous faire un petit message audio pour être sûr que vous l'ayez entendu. Donc vous pouvez me faire des messages en privé, que ce soit sur YouTube ou sur mon Facebook, pour me proposer vos creepypastas que vous avez envie que je lise, ou je ne sais pas, des histoires, des légendes urbaines, ou même si ce sont des histoires que vous avez écrites vous-même. Il n'y a pas de problème, je citerai votre nom, votre pseudo, enfin tout ce que vous voulez. Donc voilà, n'hésitez pas, je suis là pour ça, j'ai envie
que ma chaîne soit une chaîne de partage. J'ai envie que ceux qui aient envie de participer puissent participer. Et voilà, j'ai envie que ce soit convivial. Merci à tous, je vous attends bientôt pour une prochaine vidéo.